à quel âge vous avez commencé à vous intéresser à l'art en général? Eh bien, à l'art, assez tard. Parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler dans le monde des musées sous l'angle de l'ethnographie et sous l'angle des sciences et techniques. Et c'est en constituant et en gérant des collections d'objets que je me suis intéressé précisément aux représentations que les artistes ont données de ces objets. En fait, j'ai créé, quand j'étais assez jeune, un musée de bateaux, de petits bateaux, de petite taille, rassemblant une collection de plusieurs centaines d'unités en Bretagne. Et je me suis d'abord intéressé à la dimension technique et à la dimension sociale. Qu'est-ce que c'était que ces objets pour les gens, leur utilité, leur fonction sociale, mais aussi des fonctions symboliques. Et puis, en travaillant sur ces objets, autour de ces objets, en montant des expositions, j'ai eu à faire appel à des représentations artistiques. Et donc, je suis devenu historien d'art assez tard, à plus de 30 ans. Et vous avez eu une passion donc, pour tout ce qui était maritime à l'âge assez... Oui, assez jeune en fait, parce que j'avais choisi d'habiter en Bretagne, qui est une région bordée par la mer, par les mers, dans laquelle la culture des gens de mer est très présente, et que j'ai aussi eu la chance d'embarquer à bord de navires, de grands voiliers et de bateaux militaires pendant mon service militaire, et que c'est une expérience de la vie en mer qui m'a donné un intérêt pour d'abord les marins. Voilà. Ok. Et quel est votre rôle ici aujourd'hui? Alors ici, nous constituons une équipe qui dirige ce musée de 3 personnes. Un marin, qui est un amiral, qui a fait toute sa carrière au service de la marine, dans les sous-marins en particulier, ou à l'état-major de la marine, dans des fonctions dynamiques au service de la marine nationale, de la marine de l'État. Moi, je suis le deuxième élément de cette direction. J'ai mon expérience d'homme de musée, de concepteur d'expositions permanentes, temporaires, de gestionnaire de collection. Et puis on a une troisième personne dans l'équipe qui est la secrétaire générale, qui est une gestionnaire de haut niveau et qui voilà, nous aide, enfin contribue elle-même au pilotage du grand projet de rénovation que nous allons conduire dans les années qui viennent. Ah, c'est intéressant. Et ça va commencer quand? Eh bien, le ministre de la Défense a fait une annonce il y a quelques semaines d'un très important projet d'investissement de 50 millions d'euros pour rénover ce bâtiment. Mais ça ne nous suffit pas. Nous allons essayer de lever au moins autant d'argent privé. Quel est l'objectif principal de cette renouvellement? Alors, l'objectif principal, nous possédons une collection magnifique, extraordinaire, d'objets dont l'histoire remonte essentiellement au XVIIIe siècle, à l'époque des encyclopédistes, des modèles de navires, des tableaux commandés par le roi de France avant la Révolution. Ça, c'est le cœur des collections. Puis elles s'en sont développées sous l'angle artistique, sous l'angle technique aussi. Ces collections, elles n'ont d'intérêt aujourd'hui que si elles peuvent nous éclairer sur le rôle de la mer aujourd'hui et demain. Un musée de la mer, c'est un musée qui raconte l'histoire de la mondialisation des circulations, par exemple, mais cette mondialisation existe à l'Antiquité en Méditerranée. Et elle a été source de conflits, elle a été source d'entreprises impériales, etc. Et ben, aujourd'hui, on est dans la même situation. Il faut éclairer aussi les gens sur les enjeux des océans, qui sont le lien entre tous les continents. Et vous avez combien de visiteurs actuellement? Alors ici au musée, à Paris, nous avons, et c'est très dépendant des grandes expositions, entre 150 et 250 voire 300 000 visiteurs.
300 000, c'est un peu exceptionnel en général quand on arrive à 250 000 en écoutant, à Paris. Oui. Voilà. Mais le musée de la Marine, c'est aussi 4 autres musées qui sont au bord de la mer, dans 4 villes, qui sont des ports, qui sont Brest, Port-Louis dans la rade de l'Orient, Rochefort sur l'océan Atlantique et Toulon en Méditerranée. Et c'est le même établissement, ce sont les mêmes collections qui sont visibles pour les publics de ces 4 autres quais qui bordent la mer. Et donc, en fait, nous avons en moyenne 200 000 visiteurs à Paris et 200 000 visiteurs sur les quais. En tout, c'est autour de 400 000 en moyenne, mais ça peut être plus quand on a une très bonne exposition à Paris, puisque comme vous le savez, à Paris, l'événement prime et la qualité des expositions temporaires voilà, influe beaucoup sur le nombre de visiteurs. Et est-ce que vous avez beaucoup d'étrangers? Eh bien, malheureusement, pas beaucoup, pour plusieurs raisons. Notre musée, en dépit de sa très belle situation, magnifique, n'a pas fait beaucoup d'efforts pour communiquer son histoire aux étrangers. Dans les salles, il y a très peu de panneaux multilingues. Alors nous avons des audioguides que nous mettons gratuitement à la disposition de tous les visiteurs. Les audioguides sont en 5 langues, donc c'est un accès. Mais en même temps, l'histoire que nous racontons aujourd'hui est encore une histoire nationale. Voilà, il faut faire un effort pour aller vers eux, et donc il faut leur raconter d'autres histoires plus mondiales. Une histoire, par exemple, des relations entre l'Orient et l'Occident, les compagnies des Indes, des choses comme ça. Oui, ça peut un jour apporter. Et c'est quelque chose qui est prévu avec le nouvel. Ah, mais absolument, il faut effectivement qu'on ait cette dimension internationale, non pas de l'histoire que nous racontons, mais des histoires que nous racontons. On va raconter plusieurs histoires. Celle du commerce, elle est internationale depuis très longtemps, depuis des siècles, qui s'appelle Mathurin Méheux. Et vous mangez dans un service, dans un camailleux de bleu. Est-ce que ça va être nécessaire de fermer le musée? Oui, ça sera nécessaire, on espère, d'ici 2 ans, parce que le chantier de réaménagement est assez compliqué. C'est un bâtiment, vous savez, historique, fait pour l'exposition universelle de 1937. Il a été conçu pour être provisoire, un bâtiment d'exposition. Et il a tenu et il continue à tenir. Et donc il faut concevoir des circulations pour les personnes à mobilité réduite, il faut des accès plus pratiques pour la circulation des objets, pour la préparation des collections, etc. Donc il y a un gros travail, de grosses œuvres. Dans les années de sa fermeture à Paris, dans nos 4 musées sur le littoral, nous allons faire d'autant plus de choses. Oui. Emmener quelques objets. Oui, beaucoup. Certains des plus beaux objets ont tout à fait leur place dans les ports de France, dans nos autres musées, bien sûr, et aussi d'ailleurs concevoir des expositions hors de nos murs, peut-être à Paris aussi. Et actuellement, quel est votre objet favori dans le musée? Ah là là, pourquoi? Question très difficile. C'est la collection d'un personnage du 19e siècle qui s'appelait François-Edmond Paris, qui était un marin qui, dans les années 1830, participait à des voyages de découverte autour du monde. Et ce personnage singulier, comme tous les marins de l'époque, savait dessiner. Et ce qui l'a intéressé, ce qu'on lui demandait, c'était de relever les côtes, des précisions, pour en avoir des plans, des excès, dans une perspective d'ailleurs sans doute militaire, offensive ou défensive. Et lui, il s'intéressait aux étranges bateaux qu'on rencontrait sur ces mers, et il nous a livré des carnets de voyage, des magnifiques dessins aquarellés, magnifiques, qui montrent des bateaux, par exemple d'Arabie, de la côte africaine, d'Océanie. Et qu'est-ce qu'il a entrepris de faire? Faire fabriquer une centaine de maquettes, toutes à la même échelle, de ces bateaux qu'il avait rencontrés dans ses voyages 40 ans avant. Et on a ce trésor, c'est vraiment un trésor. Et alors, que choisir?
c'est sûr que les planches des aquarelles, c'est ce qu'il y a de plus émouvant, parce que ça a été fait pendant ces voyages. Les abonnés, ils adorent quand on fait un entretien, qu'on les donne quelques bonnes adresses. Et donc, pour vous à Paris, est-ce que vous pouvez par exemple suggérer quelque chose typiquement français où les gens peuvent déjeuner ou dîner, en particulier quelque chose qui n'est pas trop touristique? C'est quelque chose de très classique. Un restaurant qui se trouve avenue Victor Hugo, qui s'appelle le restaurant Prunier. Ah oui. C'est une grande institution créée dans les années 30, et c'est un des meilleurs restaurants de fruits de mer, de poissons. À l'origine, c'était un bar avec un banc d'huîtres, et ils sont restés dans la tradition de cette qualité. Voilà, ça c'est une table à recommander. Oui. Et avec une architecture assez... Une jolie architecture. Alors, les fondateurs de cette maison ont fait travailler des artistes à l'époque de l'exposition des arts décoratifs de 1925. Et donc ils ont commandé un architecte, un mosaïste, des sculpteurs, et la vaisselle dans laquelle vous mangez aujourd'hui a été dessinée par un artiste breton qui s'appelle Mathurin Méheux. Et votre monument préféré? On pourrait dire que j'aime beaucoup le musée de la chasse et de la nature, par exemple. Ouais. Rue des Archives. Oui, c'est très belle. Oui, parce qu'à la fois, c'est pas tant très connu. Non, mais c'est un musée dans lequel on fait des très jolies choses. Oui. Un dialogue entre l'art contemporain et des collections monothématiques. La chasse. Oui. C'est un peu comme la mer. Il doit y avoir pas beaucoup de chasseurs dans la population de l'Île-de-France, comme il n'y a pas beaucoup de marins authentiques dans la population. Mais néanmoins, c'est un musée vivant, stimulant, passionnant, et moi j'aime beaucoup y aller.